Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va s'intéresser ce soir au casier judiciaire et à son impact sur la réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus. Quels sont les objectifs de ce casier? En quoi peut-il être un frein à la réinsertion, voire encourager la récidive? Comment améliorer la réinsertion des personnes qui ont un passé judiciaire? On va en parler avec nos invités ce soir. Libre ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et avant de vous les présenter, je précise que cette émission s'inscrit dans le cadre des Journées nationales de la prison qui se déroulent cette année du 13 au 23 novembre et qui ont pour objectif de sensibiliser le public à la réalité carcérale et de réfléchir au sens de la peine. Alors il y a plein d'activités organisées un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Vous pouvez tout retrouver sur le site www.jnpndg.be. jnpndg.be, je vous le rappellerai un peu plus tard dans l'émission. Alors ce soir, on va donc discuter du casier judiciaire et de la réinsertion socio-professionnelle des détenus avec Vanessa de Grève. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'ULB, directrice du master de spécialisation en droit social et vice-doyenne de la faculté de droit et de criminologie. Et à vos côtés, Coraline de Spirlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice et gérante d'Unago Recrutement, une agence de recrutement qui vise à mettre en lien les personnes ayant un passé judiciaire et les entreprises prêtes à les embaucher. Et on entendra aussi dans l'émission le témoignage de Stéphane Christel, qui est conseiller emploi auprès de la SBL après. Alors Vanessa de Greef, vous avez écrit un livre il y a quelques années qui traitait de cette question du casier judiciaire. Et du coup, vous allez avoir la lourde tâche de nous expliquer en quoi consiste le casier judiciaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il contient et qui y a accès. Je sais, c'est une vaste question, mais voilà, vous avez la responsabilité d'essayer de nous rendre tout ça compréhensible. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être synthétique. Mais donc, en effet, dans ce livre sur le casier judiciaire coordonné avec Julien Pierret, nous avons été un petit peu regarder l'objectif de ce casier judiciaire et ce qu'il produisait. Son objectif et ce qu'il contient, c'est à la base de garder une trace du passé judiciaire. Ça, c'est l'objectif initial. Et c'est pour cela que toutes les condamnations dont font l'objet les individus sont enregistrées, conservées, modifiées dans ce casier judiciaire central. La problématique qui nous a concerné beaucoup dans cet ouvrage et dans nos recherches, c'est de comprendre, mais en fait, on garde le passé très bien, mais ce passé, en fait, finalement, il va produire un futur pour toutes les personnes qui ont fait leur condamnation et en fait qui sortent de prison ou qui ont une autre peine et qui demain vont rechercher un emploi et ne vont pas y arriver. Et donc elles vont faire face à une double peine parce que toutes les mentions de ce casier vont être insérées dans des extraits de casier. Il y a différents types d'extraits, je peux y revenir aussi. Et ces extraits vont en effet être diffusés pour pouvoir trouver cet emploi. Et c'est là que nous avons essayé de montrer en effet l'impact en fait de ce dispositif à créer le futur d'un individu qui a pourtant payé ce qu'il devait à la société par le passé. Alors vous disiez il y a plusieurs sortes d'extraits. Est-ce que vous pourriez nous dire effectivement quelles sont les sortes d'extraits et peut-être dans quel cas en fait ils peuvent être demandés? Oui, alors il y a différents types d'extraits. Pour le faire de façon assez brève, donc d'une part, on a des extraits qui vont être un accès, en tout cas, je dirais, facilité aux autorités administratives et judiciaires. Et donc là, c'est moins ce qui nous intéresse, même si c'est important que cet accès soit évidemment restreint. Mais en termes de production d'extraits, nous avons alors trois types d'extraits. Nous en avons donc un premier type d'extrait qui concerne les professions réglementées, donc tout type de profession réglementée par la loi ou par des arrêtés ministériels qui vont en fait prévoir que pour avoir accès à telle profession, vous ne devez pas avoir telle condamnation. Et il y a beaucoup de professions réglementées et à mon avis, il faudrait un petit peu revoir ce qui est prévu parce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas liées à la profession. Je vous donne un exemple, mais par exemple, si vous allez être diamantaire demain, on n'a peut-être pas besoin de savoir que vous avez peut-être dans votre vie eu une peine de police ou ce genre d'information n'est pas vraiment nécessaire. Et donc, nous, on propose vraiment de restreindre. Quand je dis nous, c'est alors avec Antoine Chemet, c'est une autre recherche qu'on a faite, c'est de montrer que la diffusion de données était vraiment très massive dans ces extraits et donc on pense qu'il faut les restreindre. Donc ça, c'est le premier type d'extrait, c'est les professions réglementées. Il y en a un deuxième qui concerne les mineurs. Toutes les activités avec les mineurs, on va vraiment insérer dans ces extraits des mentions de façon à éviter que des infractions puissent se répéter.
De nouveau, il y a beaucoup d'infractions qui ne concernent pas du tout les mineurs et qui sont données. Donc on peut comprendre l'objectif initial, hein, faire en sorte que, mettons le pire des cas, hein, des Quelqu'un personnes qui a été condamné pour des faits de mœurs, par exemple. voilà, eh bien, on va éviter en effet que ces personnes-là retravaillent avec des enfants, ça on peut comprendre, mais on va aussi trouver des mentions qui n'ont pas du tout d'importance et qui vont finalement encore avoir un impact. Deuxième type d'extrait, et je dirais le plus problématique, c'est le troisième. C'est celui qui est l'extrait général, que en fait la personne va elle-même aller chercher et qui elle va donner en fait à tout employeur qui va le demander. Et là, on n'est plus dans les professions réglementées, on n'est pas dans les activités avec les mineurs. Et celui-là, euh, eh bien, à mon sens, et celui d'Antoine Chemet, qui est donc ce co-auteur de ce dernier article qu'on a écrit, il est tout à fait illégal par rapport au règlement général de protection des données, parce qu'il va diffuser des données qui ne sont pas pertinentes au regard de la fonction recherchée par la personne. Donc que vous deviez répondre à un employeur, on va y revenir sûrement, sur le fait que vous avez commis une infraction qui est directement en lien avec la profession concernée ou son exercice, eh bien, en effet, on peut comprendre la légitimité de cette question, mais ce casier, il comprend plein d'informations qui n'ont rien à voir avec la profession que vous allez rechercher demain et pour laquelle vous avez déjà payé votre dû à la société. Et donc, vraiment, sur cet extrait-là, c'est là, à notre sens, qu'il y a un gros souci aujourd'hui en Belgique. Alors, on continuera à en parler dans un instant et aussi les manières peut-être d'effacer ou de modifier ce casier judiciaire. Mais du coup, je me tourne vers vous, effectivement, Coraline de Spirlet, puisque donc, vous travaillez dans Unago Recrutement que vous avez fondé il y a 2 ans. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en relation des employeurs et des personnes qui ont un passé judiciaire. Alors, peut-être avant de parler justement de la question des employeurs, du poids de ce casier, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à créer cette agence de recrutement? Ouais. Pour faire court, donc moi j'étais criminologue de formation, en pleine étude de criminologie. Mes parents ont de manière assez par hasard hébergé à la maison un ancien détenu, Jean-Marc Mailly. Qui est assez qui- connu parce qu'effectivement, il a fait beaucoup de travail de sensibilisation par la suite. Il a fait un spectacle, il est aussi Exactement, très actif dans la SBL 9 mètres carrés, tout à qui est, fait. enfin, voilà, prison pédagogique à Forêt. Donc, voilà, juste pour Oui, oui, préciser sur Jean-Marc Mailly, pour ceux qui ne connaîtraient pas. tout à fait. Et donc c'est notamment avec cette rencontre avec Jean-Marc Mailly que je me suis rendu compte d'énormément de choses qui ont bougé en moi et où je me suis dit, mais il y a vraiment une incohérence dans le système pénal carcéral et beaucoup d'injustice en fait dans ce système de justice. Et c'est quelque chose qui m'a fort travaillé. Dans un premier temps, j'ai décidé de devenir visiteuse bénévole en prison. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, non, je veux aller plus loin, je veux vraiment répondre à un réel problème. Et c'est comme ça que est née Unago comme première agence de recrutement pour personnes ayant un passé judiciaire en Belgique. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour recruter des employeurs, les entreprises? Comment est-ce que vous arrivez à les sensibiliser peut-être à l'importance de donner une seconde chance à d'anciens détenus ou en tout cas des gens qui ont un passé Ouais. judiciaire? Ben, c'est une question qui n'est pas toujours facile à répondre comme ça du tac au tac. On fait ce qu'on peut pour sensibiliser. Il y a, d'une part, on va prospecter les entreprises par différents biais, principalement du mailing. On participe à un tas d'événements pour rencontrer ces personnes, pour discuter et pour surtout en fait casser les préjugés qui existent autour d'une personne qui est passée en prison. Mhm. Et en fait, quels sont peut-être les clichés sur lesquels, les idées reçues sur lesquelles vous devez travailler, les choses qu'on vous renvoie, les doutes des employeurs? Ouais. Souvent, on entend comme première réaction ou comme premières idées reçues, c'est la peur. Oui, mais est-ce qu'il va pas venir voler dans mon entreprise? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Oui, mais on n'a pas d'essence sociale dans notre entreprise. J'ai pas le temps de le tenir par la main pendant. Enfin, toute une série d'idées reçues qui en fait sont souvent fausses. Je peux expliquer par exemple un exemple. Bon, la majorité des entreprises, c'est nous qui allons les prospecter. Il y a parfois des entreprises qui viennent vers nous. Ici, c'était le cas d'une entreprise dans le secteur immobilier qui cherchait un ouvrier polyvalent pour faire de la petite maintenance de bâtiments. Elle vient vers nous, super emballée par la mission, parce qu'elle trouve ça super important, l'inclusion, etc. On lui présente des ouvriers polyvalents, elle les rencontre, et son premier retour, après avoir rencontré ces 3 candidats, était de dire « Eh ben, waouh, en fait, j'avoue qu'en les rencontrant, j'avais cette petite peur en moi quand même, j'avais des préjugés, et en fait, ces gars-là étaient mieux préparés, présentaient mieux, et étaient beaucoup plus qualitatifs que les autres personnes que j'ai pu rencontrer pour ce poste. »
Et c'était un bel exemple qui montrait en fait que oui, les préjugés existent, et je pense que c'est normal, parce qu'on n'est pas éduqué sur cette question-là. Mais c'est important de s'en rendre compte, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi au travers de notre activité. Oui, c'est important de sensibiliser. Et puis, vous suivez aussi les anciens détenus, en tout cas les personnes qui ont un passé judiciaire, que vous décidez d'accompagner. Vous les lâchez pas non plus dans la nature. Il y a un vrai travail qui est fait avec elles. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a tout un travail pré-embauche et un travail post-embauche. C'est surtout le travail pré-embauche qui, à mon sens, est le plus important. Parce que pas toute personne qui sort de détention est directement prête à l'emploi. Et ça, c'est très important. Pas toute personne peut, du jour au lendemain, se retrouver dans une entreprise, se lever tous les matins à 8 heures du matin et faire son boulot comme il est attendu de lui. Donc, nous, on va, au travers de partenariats avec plein de différentes ASBL, centres de formation, services publics, recevoir un tas de chercheurs d'emploi qui ont déjà été estimés comme prêts à l'emploi d'une certaine manière. Et puis nous, on commence un suivi pré-embauche de 3 rendez-vous où on va... Le plus important, c'est vraiment apprendre à connaître la personne, créer un lien de confiance, mais indirectement aussi voir, ok, est-ce que la personne est prête? Qu'est-ce qu'on entend par prêt? Ça veut un peu tout et rien dire. Mais pour donner quelques exemples, dans la théorie, la personne doit quand même faire des démarches administratives, doit, pour certains cas, se redécouvrir le monde extérieur en fonction de la durée de la détention qu'il a ou elle a pu avoir. On a une série de candidats qui viennent à un premier rendez-vous et puis qu'on ne revoit plus. Dans ces cas-là, en général, on ne rappelle pas ces candidats-là. On attend qu'eux reviennent vers nous parce qu'ils sont potentiellement pas encore prêts à l'emploi. Et c'est une manière pour nous de garantir aux entreprises avec lesquelles on travaille que les personnes qui ont fait tout le parcours pré-embauche sont prêts, ont envie et en fait ont besoin de cet emploi pour s'en sortir. Alors, on va continuer à en parler, mais je vous propose qu'on fasse, qu'on donne la parole à Stéphane Christel. Alors lui, donc il est conseiller emploi à l'ASBL Après, donc c'est un organisme d'insertion socio-professionnelle qui travaille avec un public de détenus et d'ex-détenus bruxellois depuis 35 ans. C'est aussi un service d'aide aux détenus au sein de la prison d'Ytre. Mais donc nous, on va plutôt s'intéresser vraiment à cet aspect orientation professionnelle. Et c'est un peu, effectivement, cette étape intermédiaire entre la prison et l'employeur. On va écouter un peu le travail qu'il mène et l'impact du casier sur son travail. Donc souvent, ça va prendre la forme d'un plan de reclassement, ça c'est le terme au niveau de la justice et de la prison, dans lequel on va plus se concentrer sur la partie insertion socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce que va faire le détenu à la sortie? Est-ce qu'il va plutôt travailler? Est-ce qu'il va plutôt suivre une formation? Et nous, on intervient à ce niveau-là en termes d'orientation professionnelle, de contact avec les centres de formation, d'organisation des sorties pour que le détenu puisse se rendre à une séance d'information concernant une formation, un métier ou des choses comme ça. Ça, c'est notre travail. Alors, quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez? Est-ce que c'est lié vraiment à des compétences professionnelles ou est-ce qu'il y a des choses plus larges finalement que ça? En moyenne, donc ça ne concerne pas chacun, mais souvent quand même les difficultés sont nombreuses et variées, tant au niveau du passé professionnel, ça peut être des grosses difficultés au niveau même écriture, maîtrise du français, infraqualification, donc des gens qui ont arrêté les études avant le secondaire supérieur. Donc la plupart du public a un niveau CEB, donc primaire ou secondaire inférieur, pour les gens qui ont fait du parcours scolaire en Belgique, ce qui n'est pas tout le monde non plus. Une autre grande difficulté, il y a la question du casier judiciaire qui peut interférer par rapport à l'emploi. Les gens aussi ont des gros soucis de dette, de logement, enfin c'est un public en général précaire, donc ils additionnent les obstacles. Ça peut être aussi les questions de santé physique, santé mentale, assuétude. Ça c'est les obstacles, la série d'obstacles plutôt communs qu'on peut identifier. Donc, mais ça veut dire qu'avec eux, vous devez souvent faire un travail peut-être multidisciplinaire et pas juste vous dire « Oh, je dois chercher une annonce d'emploi ». Bien sûr. Donc le travail est plus global. Nous, on essaie d'accueillir la personne dans sa globalité. Et au fur et à mesure des entretiens, on tisse un lien de confiance. On essaie de s'orienter vers nos missions qui sont bien l'insertion socio-professionnelle. Mais bien sûr, ça va passer par tout un parcours. On va devoir poser un certain nombre de jalons, identifier un certain nombre de problématiques et de difficultés de la personne, que ce soit ces difficultés plus personnelles, d'ordre familial, la question des dettes, comme j'expliquais, la question du logement. A-t-il ou pas un logement? A-t-il ou pas... je dis il ou elle, car nous travaillons aussi avec les femmes. Donc la personne a-t-elle un milieu d'accueil ou pas? Qu'est-ce qu'il va pouvoir être en mesure de réaliser à l'extérieur? Qu'est-ce qui est réaliste aussi? Donc on essaye de mettre en place
un certain nombre de choses. Nous, on ne fait pas tout là-dedans. Et donc, le travail en réseau avec d'autres associations qui travaillent en prison et ou hors prison est très important. Quel est l'impact du casier judiciaire vraiment dans la recherche d'emploi? Nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on essaye de préparer nos candidats à répondre à l'employeur qui leur poserait la question. Donc ça, c'est une manière de préparer les personnes à faire face, je vais dire, à assumer un peu leur parcours et surtout à pouvoir être à même d'essayer de le présenter à un employeur. Bien sûr, un casier judiciaire n'est pas l'autre. Quelqu'un qui a une condamnation de stupéfiant d'il y a 15 ans, on va dire que ça peut sembler quand même plus léger et moins en lien avec l'emploi qu'un multirécidiviste, voleur ou autre. Donc un casier n'est vraiment pas l'autre. Donc on essaie d'apporter une réponse un peu spécifique par rapport à la situation de chacun. On constate aussi que le casier judiciaire peut être demandé à différents moments du processus de recrutement, que ce soit dans l'annonce, à l'entretien, voire même après, en termes de l'employeur demande une série de documents pour le dossier, type carte d'identité, ainsi de suite. Et à ce moment-là, le casier judiciaire peut apparaître aussi. Donc c'est pas toujours simple de savoir dans quelle configuration on va se trouver. Le moment de demande du casier judiciaire peut varier. Souvent, les détenus ou les anciens détenus vont plutôt fuir ou ne pas vouloir faire face à cette question du casier judiciaire. Ils vont se dire de toute façon, il ne va pas m'engager si je lui montre mon casier judiciaire. Effectivement, dans un certain nombre de cas, ce sera ça la réalité. Nous, on essaie quand même de préparer la personne en se disant tant que la personne, si elle correspond au poste, qu'elle est devant l'employeur, qu'elle a pu se défendre au niveau de ses motivations, de ses qualités, de ses compétences professionnelles, tant qu'on y est, essayons d'aller jusqu'au bout et qu'il puisse éventuellement, s'il le désire, s'il est prêt à le faire, parler de son passé judiciaire en essayant de le présenter de la manière la plus propice ou la moins difficile qui soit. Maintenant, je dois nuancer un peu mon propos parce qu'on travaille quand même, on a l'un ou l'autre partenaire d'économie sociale qui engage les ex-détenus en sachant pertinemment bien qu'ils viennent de chez nous, avec qui on collabore. Mais eux, même, je pense à un partenaire en particulier, ne demandent pas explicitement le casier judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller l'analyser. Il sait que la personne a eu un passé judiciaire. Lui, il va donner sa chance et voir comment la personne se comporte au travail. Il ne va pas plus que ça aller creuser la question du casier judiciaire à l'engagement. Nous, on essaie de partir du projet des personnes. Donc, on essaie aussi qu'il y ait une demande qui émerge. Donc, il faut s'imaginer que les détenus et les détenus sont pris dans des systèmes de contraintes, que ce soit judiciaires, administratifs, pénitentiaires. Donc, nous, on essaye de prendre le temps de créer une relation de confiance et qu'il y ait un réel projet qui émerge. Donc souvent, le détenu veut simplement sortir de prison. Donc il pourrait être amené à prendre un peu n'importe quoi, ce qui se présente pour sortir, pour essayer de montrer un projet au juge qui lui permettrait de sortir anticipativement avant la fin de sa peine. On tient compte de ça, mais on essaie que la personne développe un réel projet. Donc on va prendre le temps de l'orientation professionnelle. On va prendre le temps d'analyser des métiers et de repartir de l'envie de la personne. Envie qui est peut-être très enfouie. Nous, on essaie de viser idéalement des choses à plus moyen terme. C'est pas juste en ayant une semaine de contrat intérim que la personne sera réinsérée, entre guillemets. Donc je pense important de lui tendre quand même la main ou de donner une seconde chance aux gens. Parce que dans tous ces gens-là, il y a quand même des gens accidentés par la vie, sans minimiser les faits ou la gravité des faits, hein. Donc souvent des gens quand même qui ont pas été à l'école longtemps, qui ont grandi dans des milieux particuliers, défavorisés. Et qui, pour certains, après avoir réfléchi à leur peine, au sens de la peine et au fait qu'ils ont commis, en fait, veulent juste une vie normale, entre guillemets, hein, parfois stéréotypique, mais normale. Hein. Ils veulent juste avoir un logement, travailler, gagner honnêtement leur vie. Hein. C'est ce qu'on voit avec les anciens détenus qui travaillent. Donc, je dirais c'est important à la société, peut-être dans son ensemble, de tendre la main, de donner la chance, de ne pas trop préjuger, de ne pas trop enfermer les gens dans une boîte non plus toute leur vie, et de leur tendre la main, de leur donner une chance de travailler et d'essayer de s'épanouir. Après, ça passe ou ça casse, hein, mais voilà, en tout cas, de ne pas hésiter à faire appel à nos services aussi. Peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble. Alors, Vanessa de Greef, j'ai peut-être envie de vous faire réagir sur une chose que Stéphane disait à la fin. Oui, le casier judiciaire, il a tendance à enfermer dans une boîte. C'est le cas aujourd'hui?
Oui, j'ai pas de statistiques en Belgique qui me permettraient de pouvoir répondre complètement, mais en tout cas, j'ai encore beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à cette réalité et ça reste encore un très très gros problème. Pour reprendre la dernière histoire que j'ai eue, c'est un étudiant à l'ULB qui est venu me voir, qui a été en prison pour une peine et qui a commencé ses études en prison, qui les a terminées à l'ULB, alors de façon sans doute assez rare avec une grande distinction, et qui n'arrive pas à retrouver d'emploi. Et donc il est venu me voir, j'ai gardé juste une ligne d'extrait que je vais me permettre de vous Oui. lire de la lettre qui m'a écrite aussi pour faire part de son témoignage. Il était intéressé en fait d'aider vraiment à une réflexion plus structurelle. Alors il explique la prison est un environnement difficile où la solitude et l'isolement peuvent rapidement devenir accablants. Mais on y a du temps. C'est peut-être même tout ce qu'on a. J'ai cherché des moyens de poursuivre mes études, convaincu que l'éducation était la clé de ma réhabilitation et de ma réinsertion future dans la société. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas être plus longue, mais donc c'est ce qui fait qu'en fait il a initié cette formation depuis la prison, ce qui est rare mais qui existe aujourd'hui avec certaines universités. Et il l'a fini et donc il n'arrive pas à trouver d'emploi. Et donc c'est absolument tragique. Je veux dire, on voit quelqu'un qui s'est totalement réhabilité. Qui s'est investi dans cette réinsertion. Voilà, tout à fait. Et qui ne parvient pas à trouver d'emploi. Et on se demande mais en fait, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Quel va être son avenir? Comment ne pas avoir une forme de colère en fait par rapport à un système finalement où il a payé sa dette et il n'a plus envie de fréquenter les milieux justement qu'il fréquentait par le passé, et en même temps l'issue qui lui est donnée, l'avenir professionnel, de nouveaux collègues, un nouveau réseau, finalement on lui coupe ça. Et donc on se dit mais voilà, c'est un système qui produit des effets qui sont perturbants. Moi je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi on maintient un système comme ça aujourd'hui. Et pourtant, on peut demander quand même une réhabilitation ou un effacement, par exemple, du casier. Donc, c'est quand même possible de le faire aujourd'hui. Alors c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué pour la réhabilitation. Pour l'effacement, là c'est très simple, mais ça ne concerne que les peines de police. Donc ça, c'est un aspect automatique. Après 3 ans, les peines de police la plupart d'entre elles vont être effacées. Mais par contre, pour la réhabilitation, pour vous donner une idée des conditions, assez logiquement, il faut avoir subi la peine privative de liberté, payer aussi toutes les amendes, mais aussi les dommages et intérêts aux victimes. Ce qui peut se comprendre, alors parfois on regarde aussi si on a commencé à le faire, parce qu'évidemment souvent ils n'ont pas d'argent, donc c'est quand même compliqué d'avoir payé ces dommages et intérêts. Ensuite il faut ne pas avoir bénéficié de cette réhabilitation pendant 10 ans, là aussi on peut comprendre, mais après il y a un délai d'épreuve qui peut varier de 3 à 10 ans suite à la fin de la peine. Donc en fait, vous sortez de prison et puis après vous allez avoir un délai d'épreuve de 3 à 10 ans avant de réintroduire votre dossier de réhabilitation. Pour qu'on vérifie si vous y avez droit. Cette demande de réhabilitation va prendre plus ou moins 2 ans. Donc c'est super long. C'est super long et puis c'est totalement contre-productif. Donc là-dessus, il y a un vrai souci pour en effet accélérer le système et faire en sorte que ces personnes puissent aussi refaire partie complètement de la société, travailler, payer des impôts comme tout le monde, contribuer comme un chacun à la société de la façon dont elles voudraient le faire et dont elles l'ont peut-être parfois imaginé en prison, pour celles qui ont fait de la prison. Et je le disais en introduction, mais du coup, on a presque l'impression que dans certains cas, c'est presque pousser certaines personnes à la récidive, entre guillemets. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'à partir du moment où elles ne savent pas trouver un emploi classique, du coup, ça les pousse à aller trouver des emplois non légaux. Tout à fait. Donc, il y a la question du travail au noir. J'imagine qu'on pourra l'envisager et voir un petit peu la problématique que ça ouvre. C'est que parfois, en fait, le travail au noir est déjà une possibilité du coup à laquelle vous allez penser parce que c'est parfois la seule on va pas vérifier votre casier. Et puis l'autre problématique que vous soulevez, et ça je l'ai en effet revérifié, c'est que non seulement on voit que le casier est un frein pour l'embauche, ça il y a beaucoup d'études qui le montrent mondialement, mais en plus il y a quelques études, j'en ai trouvé 2 qui permettent vraiment de montrer le risque de récidive en fait qui est lié à cette non-trouvaille de l'emploi. Et donc on a une étude notamment en Norvège où on voit que être en emploi est vraiment permet de réduire de 50% la récidive.
On a une autre étude qui a été faite aux États-Unis où on voit aussi que le fait de trouver un emploi, de voir en effet son salaire augmenter, va avoir cet impact de ne quasiment plus constater de récidive par la suite. Donc on voit quand même que, voilà, on n'a pas beaucoup d'études, mais on en a quelques-unes, et en tout cas celle en Norvège était vraiment, elle a été faite sur presque 8000 personnes sortant de prison, donc c'était quantitativement une grosse étude, et donc on voit cette réalité, et malgré cela, eh bien, pour l'instant, on en est réduit à fonctionner avec des employeurs finalement volontaires, dans des structures qui sont prêtes, comme après, et comme voilà, Coralie Comme ici, à faire quelque chose par rapport à ça. Mais donc, on est vraiment sur quelque chose qui essaye de travailler dans un système qui est mal régulé, à mon sens. Ouais. Mais Coraline de Spirlet, effectivement, ici on voyait dans l'interview à la SBL après que ils encourageaient éventuellement les détenus, ex-détenus, à parler de leur passé judiciaire si besoin, en tout cas à se préparer à en parler. Ici, dans votre cas, au niveau de Unago Recrutement, évidemment, c'est assez clair dès le départ, les employeurs savent qu'ils s'adressent à vous et que du coup, les personnes ont un passé judiciaire. Mais du coup, est-ce que ça fait l'objet de questions de l'employeur vraiment directement à la personne, ou finalement, bon voilà, c'est un prérequis, on le sait que ça existe, mais on ne creuse pas ce passé judiciaire en entretien, par exemple. Ouais. Alors effectivement, chez Unago, on a décidé dès le départ d'être transparent sur le passé judiciaire, ce qui peut parfois amener certaines difficultés au début, mais vraiment dans cette idée de, sur le long terme, avoir un réel impact et diminuer l'importance pour cet employeur de regarder le passé judiciaire. Oui, et peut-être aussi pour l'employé d'être à l'aise finalement en se disant, bon, bah voilà, l'employeur est au courant, quoi. Oui, effectivement. Donc l'employeur est au courant. Par contre, dans aucun cas, on va expliquer le contenu de ce passé judiciaire. Ouais. Ça reste privé. L'employeur ne peut pas poser la question et le travailleur ne doit pas répondre à la question. Il peut de lui-même raconter son histoire s'il le souhaite, mais en aucun cas, il doit le faire. De ce qu'on a vu ici chez les dernières personnes mises à l'emploi, certaines personnes vont automatiquement en parler à leurs collègues à partir du moment où elles se sentent à l'aise et en confiance avec leur environnement de travail. D'autres n'en parleront jamais parce qu'elles préfèrent le faire comme ça. Alors, on disait effectivement que le bas de casier pouvait être un frein à la réinsertion, voire augmenter la récidive. Est-ce que ici, les personnes que vous avez remises à l'emploi, quel retour est-ce qu'elles vous font justement de ce travail, de comment ça se passe, de ce que ça leur apporte d'avoir retrouvé cet emploi? Ouais. Alors les retours sont toujours super reconnaissants. On sent vraiment tout simplement cette reconnaissance de enfin, on m'a ouvert des portes. Enfin, je peux m'en sortir. Enfin, je peux être fière de moi, en fait. Et ce qui me fait penser quand Vanessa parlait du casier judiciaire, c'est sur la récidive notamment, c'est l'exemple d'un des tout premiers candidats qu'on a rencontré chez Unago, Nordine, qui avait fait, il y a plusieurs années de ça, 5 ans de détention. Au bout des 5 ans, il sort super heureux, super enthousiaste, il va retrouver son fils, il a hâte de trouver un emploi, de pouvoir reprendre une vie normale, entre guillemets. Il cherche un peu partout, n'importe où, et en fait, soit pas de réponse, soit non, soit est-ce qu'on peut avoir votre casier judiciaire. Au bout d'un an, il pète une case, et en fait, il avoue qu'à ce moment-là, il est sur le point de recommettre des faits. Et donc, complètement de récidiver. Et heureusement, dans son cas, à ce moment-là, il avait enfin trouvé un emploi, ce qui l'a empêché d'aller récidiver. Puis nous, on l'a rencontré parce qu'il y a eu Covid entre-temps et qu'il avait perdu son emploi. Mais c'est un bel exemple qui montre à quel point l'emploi est nécessaire et indispensable, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Et structurant. Et du coup, là, par exemple, si on a des entreprises, des employeurs qui nous écoutent, ils peuvent s'adresser à vous pour tout type de recrutement. Est-ce qu'il y avait évidemment peut-être certaines fonctions qui sont plus faciles? On a parlé tout à l'heure évidemment du fait qu'il y avait certaines fonctions qui étaient réglementées, où là, il fallait un casier judiciaire vierge. Mais quels sont peut-être les types d'employeurs que vous prospectez? Ouais. Alors, on travaille avec plein d'entreprises différentes, dans des secteurs différents, des tailles d'entreprises différentes. Par contre, de par le public qu'on accompagne, on vise principalement des métiers d'ouvriers peu qualifiés, des métiers manuels. Donc, pour citer quelques exemples, il y a quelqu'un qui vient de commencer en tant qu'ouvrier dans le bâtiment. On a quelqu'un qui vient de commencer en tant qu'ouvrier de production dans une usine de production de granola. On a quelqu'un qui travaille chez les savonneries bruxelloises en tant qu'ouvrier de production aussi.
Mais ça peut nous arriver de travailler aussi avec des entreprises totalement différentes. Je pense par exemple à une ASBL qui cherchait à recruter justement quelqu'un avec un passé judiciaire pour lui-même accompagner des jeunes en décrochage scolaire et ou ayant des problèmes avec la justice. Et donc cette personne qui est devenue chargée de projet pour accompagner ces jeunes. C'était inattendu, ça nous est tombé dessus et en fait c'est une super belle histoire parce que ce gars-là, qui était au départ notre bénéficiaire, est devenu aujourd'hui notre partenaire qui parfois nous envoie aussi des personnes qui cherchent un emploi. Ah oui, donc c'est très diversifié. Vanessa de Greve, j'ai quand même envie pour terminer, de montrer qu'il y a peut-être d'autres pistes, d'autres choses qui sont possibles. Est-ce qu'on pourrait par exemple s'inspirer de ce qui se fait aux Pays-Bas? Donc aux Pays-Bas, si j'ai bien compris, le casier judiciaire, il peut être demandé dans certains cas par les entreprises, mais la justice adaptera finalement les informations en fonction de l'emploi pour lequel l'ancien détenu postule. Est-ce qu'on sait ça? Oui, tout à fait. En fait, ils ont créé une commission filtre qui va éviter en fait que ces extraits partent dans la nature, soient mal interprétés. Et donc cette commission va en effet répondre à une question assez simple de l'employeur. Est-ce que le travailleur est apte ou non pour cet emploi? C'est cette commission qui va regarder les infractions et qui donc va vérifier la pertinence de l'emploi et de l'entreprise par rapport en effet au casier judiciaire de la personne. Et donc on va éviter cette diffusion d'extraits dans la nature. À mon sens, ce type de dispositif répond en fait alors, notre réglementation belge en droit du travail spécifiquement, où l'employeur n'a le droit de poser des questions que si cela concerne la nature de la fonction ou les conditions d'exercice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des abus et que alors, dans certains cas, ce n'est pas nécessairement utile de le demander. Il y a en effet donc une convention collective de travail numéro 38 qui prévoit un principe de pertinence et qui n'est pas assez respecté, mais on a en même temps un système qui n'est pas assez régulé et qui demande en fait à l'individu lui-même d'aller chercher son extrait de casier à la commune et de donner ce document à l'employeur. Et donc l'abus, il est très subtil et il serait très compliqué à démontrer dans le sens où c'est l'individu lui-même qui va consentir et forcément qui veut un emploi, donc qui va aller lui-même chercher son document, qui va lui-même partager ses données à caractère personnel avec l'employeur qui lui pose la question. Et donc c'est là où on a un souci et où le système devrait quand même être modifié de façon à être conforme à cette convention collective, mais avec cette diffusion massive d'extraits de casier judiciaire qui n'est pas pourtant pertinente par rapport à la fonction recherchée. Et donc, on parlait du cas des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations qui pourraient être faites? Peut-être, on a parlé tout à l'heure de la réhabilitation, quelque chose qui soit peut-être plus rapide en ce Oui, niveau-là. la réhabilitation aussi, c'est très lent, c'est trop lent. L'idée n'est pas que il n'y ait pas de procédure parfois à faire. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu, hein, j'entends la motivation parfois qui peut être recherchée, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça me semble faire plus sens le travail que l'ASBL Unago, par exemple, est en train de faire pour vérifier comment aider quelqu'un à retrouver un emploi, que d'aller demander à quelqu'un, maintenant qui a déjà purgé sa peine, de devoir encore démontrer à quel point il souhaite être réhabilité alors qu'il a purgé sa peine. Donc, de fait, ce système me pose vraiment problème et est un vrai boulet pour la personne, hein, pour le dire de façon tout à fait plate. Oui, et puis effectivement, améliorer le système et continuer la sensibilisation auprès des employeurs, ce que vous faites aussi, parce que c'est vrai qu'en termes de sensibilisation, vous organisez des formations aussi dans les entreprises pour les sensibiliser, sans être bisounours. Hein. Je veux aussi, évidemment, et ça peut bien ou mal se passer, mais en tout cas, qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite auprès des entreprises. Effectivement, à côté de notre activité de recrutement, de placement en entreprise, on organise des formations et des événements ponctuels autour de la réinsertion, de la réalité carcérale, de la réalité post-carcérale et de l'importance de l'insertion, de la réinsertion des personnes concernées avec un passé judiciaire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Mais donc, j'ai juste envie de rappeler, donc le Unago Recrutement, le site internet peut-être www.unagorecrutement.be. Voilà. Et après ASBL aussi, donc là, c'est si vous êtes détenu, ex-détenu ou partenaire éventuel de formation, n'hésitez pas à vous adresser à eux, après asbl.be. Et enfin, je rappelle, donc, c'est les Journées nationales de la prison. En ce moment, il y a plein d'événements qui sont organisés un peu partout à Bruxelles et en Wallonie.
Tous les événements sont sur www.jnpndg.be. jnpndg.be. Il y a des projections, il y a des visites, il y a voilà, des débats, il y a plein de choses. Merci vraiment à toutes les deux de nous avoir éclairé sur cette question du casier. Et on va pousser pour que ce soit un peu modifié et qu'il y ait des choses qui bougent. Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent déjà en termes de travail de terrain en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci Merci. beaucoup.